Où est passé l'or de la Côte d'Ivoire, les réserves d'or de la Côte d'Ivoire? Et pourquoi Alassane Ouattara ne veut-il pas que Laurent Gbagbo soit candidat? À suivre confortablement, car vous serez choqués par toute cette vérité qui ne cesse d'inonder les réseaux sociaux depuis ces dernières 24 heures. Il y a des questions que l'on pose à voix basse dans les rues d'Abidjan, des questions que les Ivoiriens murmurent entre eux dans les maquis, dans les gbaka bondés, dans les marchés surchauffés de Yopougon ou d'Adjamé. Des questions simples, directes, mais qui semblent déranger profondément ceux qui sont au sommet du pouvoir. L'une d'elles revient avec une insistance frappante depuis quelques semaines, alimentée par les débats qui secouent dans les réseaux sociaux. Où est passé l'or de la Côte d'Ivoire? Ce n'est pas une rumeur de bas étage, ce n'est pas une invention d'opposants en mal de notoriété. C'est une interrogation légitime, fondée sur des observations concrètes, portées par des citoyens lucides qui regardent leur pays produire des richesses colossales pendant que leur quotidien, lui, ne s'améliore pas. Première question, la Côte d'Ivoire est-elle vraiment un pays producteur d'or? La réponse est oui, et bien plus qu'on ne le croit généralement. Si le pays est mondialement connu pour son cacao, premier producteur mondial, l'or occupe également une place significative dans son économie minière. Plusieurs mines sont en exploitation sur le territoire ivoirien, notamment dans la région de l'ouest et du nord-ouest du pays. Des sociétés étrangères, principalement canadiennes, australiennes et françaises, opèrent sous des licences d'exploitation accordées par l'État ivoirien. Chaque année, des tonnes d'or quittent le sous-sol ivoirien. Des tonnes d'or sont extraites, traitées, conditionnées, puis exportées. La Côte d'Ivoire perçoit une partie de cette richesse sous forme de redevances, de taxes et de participation aux bénéfices, mais une partie seulement. L'essentiel de la valeur ajoutée, l'essentiel du profit, part ailleurs, part à l'étranger. Et c'est précisément là que le problème commence. Deuxième question, où va cet or concrètement et qui en profite? C'est la question centrale, celle qui cristallise la colère populaire. Selon les informations qui circulent avec insistance sur les réseaux sociaux ivoiriens depuis 24 heures et relayées par plusieurs voix critiques du régime en place, l'or ivoirien ne servirait pas en priorité à financer le développement local. Il ne servirait pas à construire des hôpitaux dans les zones rurales, ni des écoles dignes de ce nom, ni des routes praticables en dehors d'Abidjan. Il quitterait le pays dans des conditions qui soulèvent de sérieuses questions de transparence. Le schéma dénoncé n'est pas nouveau en Afrique, il était même tristement classique. Des entreprises étrangères signent des contrats miniers souvent déséquilibrés avec des gouvernements africains. Ces contrats prévoient des exonérations fiscales massives pendant plusieurs années, des rapatriements de capitaux sans restriction et des mécanismes d'arbitrage international qui favorisent systématiquement l'investisseur étranger. Le pays hôte, lui, récupère des miettes, de l'emploi peu qualifié, quelques taxes symboliques et la promesse jamais tenue d'un développement qui viendra plus tard. Mais au-delà de cette logique systémique bien connue, ce qui est dénoncé ici va plus loin. Ce dont il est question, c'est du comportement personnel des dirigeants eux-mêmes. Et le nom qui revient le plus souvent dans ce débat, c'est celui d'Alassane Ouattara. Troisième question, qu'est-ce qu'Alassane Ouattara est accusé de faire avec les réserves du pays? La thèse qui circule, relayée avec une véhémence croissante sur les réseaux sociaux, est la suivante. Le président Ouattara, comme de nombreux chefs d'État africains avant lui, utiliserait les ressources nationales, dont l'or, non pas au service exclusif du peuple ivoirien, mais pour sécuriser des avoirs à l'étranger, pour constituer des réserves placées dans des banques occidentales, pour entretenir des réseaux de protection financière dans des pays qui, paradoxalement, pourraient un jour bloquer ces fonds si les relations diplomatiques venaient à se dégrader. Ce phénomène est bien documenté à l'échelle du continent. Des présidents africains ont régulièrement placé des fortunes colossales dans des banques suisses, françaises, américaines ou britanniques. Des fortunes constituées à partir des ressources de leur propre pays. Des fortunes qui, lorsqu'une crise politique survient, sont saisies ou gelées par les pays occidentaux qui les hébergent, transformant ainsi la richesse africaine en levier de pression diplomatique contre l'Afrique elle-même. La Côte d'Ivoire, malgré sa croissance économique régulièrement vantée par les institutions financières internationales, reste un pays où une part écrasante de la population vit dans une précarité profonde. Le contraste entre les chiffres macroéconomiques flatteurs et la réalité vécue par les Ivoiriens ordinaires n'est plus supportable, et de plus en plus de voix posent la question sans détour. Si le pays croît, qui profite de cette croissance? Quatrième question. Pourquoi le cas du Burkina Faso est-il cité en exemple dans ce débat? Ce qui rend ce débat encore plus électrique, c'est la comparaison permanente avec le Burkina Faso voisin. Depuis son arrivée au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré a adopté une posture radicalement différente vis-à-vis des ressources minières de son pays. Le message qu'il a fait passer est clair.
net, sans ambiguïté. L'or du Burkina Faso appartient au Burkina Faso. Il ne sera plus extradé vers des pays étrangers dans les conditions d'avant. Le pays doit produire lui-même, transformer lui-même et valoriser lui-même sa propre richesse. Cette position a provoqué des tensions diplomatiques, des pressions occidentales et une guerre de l'information dont le Burkina Faso est régulièrement victime dans les médias internationaux. Mais elle a aussi suscité une admiration populaire immense à travers tout le continent africain, parce qu'elle dit à voix haute ce que des millions d'Africains pensent tout bas depuis des décennies. Nos ressources doivent d'abord nous servir, nous. Le parallèle avec la Côte d'Ivoire est donc douloureux. D'un côté, un pays relativement pauvre comme le Burkina Faso, qui décide de reprendre le contrôle de son or. De l'autre, la Côte d'Ivoire, économie phare de l'Afrique de l'Ouest, qui continue de voir ses richesses partir à l'étranger pendant que l'Occident s'enrichit sur son dos. Cinquième question. Quel est le lien entre tout cela et la candidature de Laurent Gbagbo? Voilà où la politique vient mêler son grain de sel explosif à toute cette affaire. Laurent Gbagbo, ancien président de Côte d'Ivoire, acquitté par la Cour pénale internationale après des années de détention, est rentré au pays. Il a repris ses activités politiques et sa potentielle candidature à la prochaine élection présidentielle est devenue l'un des sujets les plus brûlants de la scène politique ivoirienne. La question que tout le monde pose est celle-ci. Pourquoi Alassane Ouattara s'oppose-t-il avec une telle détermination à ce que Gbagbo puisse se présenter? La réponse officielle évoque des questions juridiques, des condamnations judiciaires prononcées au niveau national. Mais beaucoup ne sont pas convaincus par cette explication. Ce que les observateurs les plus lucides avancent, c'est que la candidature de Gbagbo représente une menace existentielle pour le système en place, non pas seulement pour des raisons de rivalité personnelle ou d'ambition politique, bien que ces facteurs existent, mais parce qu'une victoire de Gbagbo signifierait, selon eux, une remise en cause profonde de la gestion des ressources naturelles du pays. Gbagbo a une longue histoire de positionnement souverainiste sur les questions économiques. Son retour au pouvoir pourrait signifier un audit des contrats miniers, une renégociation des conditions d'exploitation, et surtout un regard beaucoup plus critique sur la destination finale des richesses ivoiriennes. C'est ça, selon cette lecture, qui rend sa candidature insupportable à ceux qui profitent du système actuel, pas seulement Ouattara lui-même, mais tout l'écosystème d'intérêts, ivoiriens et étrangers, qui a prospéré sur les bases posées depuis son arrivée au pouvoir. Ce que tout cela révèle en profondeur. Le débat sur l'or ivoirien, aussi intense soit-il sur les réseaux sociaux, n'est pas qu'une affaire ivoirienne. C'est le symptôme d'une fracture bien plus large, d'une contradiction fondamentale qui mine l'Afrique depuis des décennies. Le continent le plus riche en ressources naturelles de la planète est aussi le continent où la misère est la plus répandue. Cette équation absurde ne tient que parce que des mécanismes précis, contrats inégaux, corruption institutionnalisée, complicité des élites locales avec des intérêts étrangers, permettent à la richesse africaine de traverser les océans plutôt que de rester sur place. Les Africains ont regardé pendant trop longtemps. Ils ont vu leur président s'enrichir. Ils ont vu leurs ressources partir. Ils ont écouté les promesses de développement qui ne venaient jamais. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux comme Tribune, ils parlent, ils documentent, ils comparent et ils exigent des comptes. La question n'est plus où est passé l'or de la Côte d'Ivoire, comme si personne ne le savait. La question est désormais, jusqu'à quand les Ivoiriens vont-ils accepter cette réponse?